Merci tous d'être là ce matin à cet échange. Avant de commencer, vous savez tous que dans la semaine, nous avons eu un drame au niveau de la presse togolaise qui nous affecte tous parce que nous travaillons quotidiennement avec cette presse togolaise et qui affecte tout le peuple togolais. Donc, je voudrais parler de la disparition de notre frère et ami, M. Jacob Ahama, qui nous a quittés. J'aimerais qu'on observe une minute de silence en sa mémoire. Et de sa famille biologique et de sa famille professionnelle et de tout le peuple togolais. Aujourd'hui, nous vous avons invité donc à cet échange parce que, comme vous le savez, le 20 mai dernier, le parti Santé du Peuple a tenu son congrès statutaire et au cours donc, de ce congrès, il y a eu une discussion, donc un débat autour du thème qui avait été choisi, qui était « Changement paisible et réussi au Togo ». Peut-il exister une fois? Et donc, les congressistes avaient eu à débattre de ce thème et on en avait fait, donc on avait fait du résultat donc, de ce débat le point 2 de la résolution de notre congrès. Et dès la publication de cette résolution, nous avons commencé à avoir beaucoup de réactions de la part des journalistes, de la part des internautes, de la part de la population qui cherchaient donc des clarifications, qui cherchaient à comprendre ce que nous voulions dire dans le point 2 de cette résolution. Mais nous avons pris le temps pour avoir le maximum de réactions possibles avant de convoquer donc cette conférence pour donner des clarifications à un certain nombre de points qui constituaient quand même de la substance de ce que nous avons eu à faire. C'est pour cela que nous vous avons convié aujourd'hui donc à cette conférence d'échange.
comme je le disais, il fallait que le temps passe un peu pour qu'on ait le maximum de réactions de la part de la population et de la part donc, des journalistes que vous êtes, pour que l'échange aujourd'hui puisse être assez fructueux. Je crois que vous avez, et tous ici ont eu l'essentiel de ce point 2, que nous avons baptisé cohabitation concertée. Pour d'abord aller plus loin, avant d'aller plus loin, je vais faire une mise au point par rapport à la dénomination même que nous avons donnée, la cohabitation concertée, parce que ce n'est pas a priori le terme approprié, parce que quand on parle de cohabitation, c'est vrai qu'une cohabitation en français, simple, ça veut dire coexistence de deux choses. Mais la cohabitation en termes purement politiques, ça a une explication. On parle de cohabitation en politique lorsque il y a une discordance entre la tête de l'exécutif, en l'occurrence le chef de l'État, et la majorité qu'on a à l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de cohabitation dans notre pays, parce que ce n'est pas le cas. Et en plus, nous avons ajouté cohabitation concertée. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons ajouté le terme concerté, et nous avons tout mis entre guillemets. Parce qu'une cohabitation n'est pas concertée, n'est jamais concertée. Une cohabitation est prévue par la loi fondamentale et imposée par la tournure des élections législatives. Ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas dans ce cas-là. C'est pour cela que nous avons mis concerté et nous avons tout mis entre guillemets. Il y aurait des termes beaucoup plus appropriés, certainement, mais nous avons réfléchi à tous ces termes-là, mais nous avons des raisons particulières qui nous ont poussés à adopter donc cette dénomination. Maintenant, ce que nous appelons la cohabitation concertée, au fait, c'est le partage du pouvoir. Nous avons proposé que le pouvoir en place, la majorité en place, accepte de partager le pouvoir avec l'opposition. Donc, c'est ce que nous avons appelé la cohabitation concertée. Et ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'interrogations. Nous sommes là justement aujourd'hui pour que vous nous posiez ces questions-là qui vous tracassent, qui vous gênent par rapport donc à cette proposition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes là pour répondre donc à vos différentes préoccupations. On s'est posé beaucoup de questions. Parce qu'en matière de politique, c'est une question de rapport de force. Lorsque le pays n'est pas en crise, lorsqu'il n'y a pas de problème réel et qui oppose et les gouvernants et ceux qui sont dans l'opposition, on peut parler de cohabitation. Ça va gêner. Vous avez parfaitement raison. Et la question a alimenté également le débat dans le sens où Maître Agoïbo, en son temps, avait proposé la cogestion. Et la création de l'opinion en ce moment n'a pas été quand même passée avec lui. Maintenant, vous proposez la cohabitation concertée. Qu'est-ce que vous mettez dans cette cohabitation concertée et qu'est-ce qui vous a poussé à faire une telle proposition? Dedans, nous l'avons déjà dit, c'est le partage du pouvoir entre la majorité et l'opposition. Ce qui nous a poussé d'abord à faire cette proposition, c'est que premièrement, nous nous sommes dit, nous sommes dans un pays où depuis plusieurs années, nous sommes gérés par un seul groupe. Depuis environ 6 décennies.
En réalité, dans un fonctionnement normal de l'État, celui qui a le pouvoir gouverne. Et il gouverne pleinement. Et quand il va quitter le pouvoir, celui qui prend le pouvoir vient et il gouverne aussi pleinement. Mais dans le cas de notre pays, étant donné que nous sommes dans une situation où le pouvoir est dans la main d'un seul groupe depuis plusieurs années, si vous n'êtes pas de ce parti, ou vous n'êtes pas d'un parti allié à ce parti, vous ne pouvez pas, premièrement, mettre votre compétence à la disposition de votre pays. Pour que vous puissiez mettre votre compétence à la disposition de votre pays, il faut nécessairement que vous soyez de ce parti ou d'un parti allié à ce parti. Ce qui fait que pendant longtemps, il y a eu l'utilisation à minima des compétences disponibles dans le pays. Il y a certaines compétences qui ont évolué jusqu'à disparaître sans que le pays ne puisse utiliser ces compétences-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous savez, quand nous allons aux élections, généralement, le parti au pouvoir a la majorité à l'Assemblée nationale. Mais, même avec les résultats qui sont donnés officiellement, si vous suivez bien les choses, vous allez vous rendre compte que l'opposition dépasse toujours la majorité en termes de voix. Mais avec le découpage électoral que nous avons, ça fait souvent que la majorité a plus de sièges à l'Assemblée nationale que nous. Ce qui fait qu'en réalité, il y a beaucoup dans le pays qui se réclament de nous, qui se réclament de l'opposition. Il y a une grande partie de la population qui se réclame de l'opposition. Donc, depuis tout ce temps, quoi qu'on dise, sur le plan matériel et sur le plan spirituel, il y a une partie de cette population qui ne se sent pas concernée en réalité par la gouvernance de ce pays, parce que l'opposition n'est pas au pouvoir. Donc nous avons estimé que quand il y aura partage du pouvoir, cette partie de la population va se sentir concernée. Et il y aura donc cet accompagnement, il y aura une dynamique qui va naître au niveau donc de cette partie de l'opposition, qui pourra être de cette partie de la population, qui pourra donc accompagner et spirituellement et matériellement le fonctionnement de ce pays pour que les choses puissent mieux avancer. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison que je peux aussi donner, c'est que pendant longtemps, les biens nationaux sont détenus par une certaine partie, une minorité de la population. Les biens nationaux sont dans la main d'une minorité, étant donné que le pouvoir est dans la main d'un même groupe pendant des années. Les biens nationaux sont détenus par une minorité. Le fait d'aller vers le partage du pouvoir va permettre un dispatching plus harmonieux des biens nationaux, de manière à ce que chacun puisse se sentir dans son pays. Chacun puisse sentir qu'il profite quand même des biens de ce pays. Ce n'est pas par hasard si le Seigneur nous a mis ici, nous sommes tous des Togolais, nous nous appelons tous Togolais, c'est pour que nous puissions tous profiter des biens que le pays a mis, que le Seigneur a mis à la disposition de ce pays. Donc, cela va faire en sorte qu'il y aura un meilleur dispatching des biens de notre pays. Enfin, vous savez que depuis très longtemps, il y a une crise de confiance entre la majorité et l'opposition. Le fait de se mettre ensemble et de travailler pendant un moment peut permettre de juguler cette crise de confiance.
Et cette crise de confiance étant jugulée, ça peut nous permettre d'évoluer progressivement vers un changement plus apaisé, un changement plus paisible, plus réussi, un mieux réussi dans notre pays. Donc ce sont les quelques éléments qui nous ont confortés donc, dans cette position que nous avons proposée donc, la dernière fois. En réalité, cette idée, nous l'avions depuis le lendemain de la présidentielle de 2020. Quand on était revenu de la présidentielle de 2020, on voulait faire cette proposition, mais à une réunion au sein de Santé du Peuple, on a réfléchi et on s'est dit que le moment n'était pas propice, étant donné que nous étions nous-mêmes partie prenante de cette élection et que nous étions à la veille de la formation d'un gouvernement. Les gens allaient dire nécessairement que nous voulions entrer au gouvernement. C'est pour cela que nous avons sursis donc, à cette proposition-là en ce moment que nous avons relancé au cours donc, de notre congrès constitutif. Oui. Monsieur le Président, avez-vous la conviction que votre proposition de partage soit disposée à accepter votre proposition de partage du pouvoir? Et de deux. Maintenant, partage sera donc sur quel plan? Ministériel, l'ambassadeur ou bien gestion des collectivités territoriales? Merci. Conditions qui devaient permettre de cadrer et de permettre donc à ce que ce partage ne soit pas dans tous les sens et que ça ne soit pas, n'amène pas un certain nombre de dérapages. C'est pour cela que nous avons dit d'abord qu'au niveau du parti au pouvoir, il faut premièrement que le parti au pouvoir accepte, que la majorité accepte donc de partager ce pouvoir. Monsieur Pousset vient de demander si nous avons la conviction que le parti va accepter ce partage. C'est une proposition que nous avons faite. Et nous comptons sur le bien fondé de cela. C'est-à-dire que nous n'avons aucun moyen aujourd'hui d'obliger, par exemple, le chef de l'État à entrer dans ce système. Mais nous faisons une proposition et nous disons il faut que l'on prenne le temps d'analyser sérieusement, sans préjugés, sans passion, d'analyser à fond cette proposition et de voir si cela peut présenter des avantages pour notre pays. Nous n'avons aucun moyen de coercition, nous n'avons aucun moyen d'amener le pouvoir en place, la majorité, à accepter cette proposition. Mais nous demandons tout simplement qu'il y ait une réflexion autour pour voir si quelque part cela peut apporter quelque chose à notre pays. La deuxième condition pour que nous puissions aller, qui est donc du côté de la majorité, la deuxième condition, nous avons dit, il ne faut pas que ça soit seulement au gouvernement, c'est-à-dire que les partages des postes gouvernementaux, C'est ça. Et il faut que ça soit à tous les niveaux. Il faut que ça soit à tous les niveaux, au niveau des chancelleries, au niveau des préfets, par exemple au niveau des institutions de la République, etc. Il faut que ça soit à tous ces niveaux-là que nous puissions donc faire il y a pu avoir ces nominations. Troisièmement, nous avons demandé qu'il y ait un quota, que le pouvoir nous accorde un quota. Et que, quatrièmement, que ce quota soit respectueux de la structure que nous sommes, la structure de l'opposition. Il faut que ce quota soit respectueux de cette opposition. Et enfin, que ce partage s'étale dans le temps, dure dans le temps, un temps qu'on pourra, de concert, si on acceptait la proposition, qu'on pourra donc discuter et arrêter donc de concert. Au niveau de l'opposition, premièrement,
nous avons demandé que la grande majorité, la majorité, la grande partie de l'opposition accepte cette proposition. Nous n'avons pas dit qu'il faut que toute l'opposition accepte la proposition, parce que nous nous sommes dit que peut-être que ce sera un peu difficile que toute l'opposition accepte donc cette proposition. Donc nous nous sommes dit il faut que la grande partie de l'opposition accepte la proposition. Si nous parlons de la grande partie, ça veut dire qu'en termes de nombre de partis politiques et en termes également de représentativité des partis politiques, en termes de poids politique des partis politiques qui seront dans le jeu. Aujourd'hui, je peux dire, je ne sais pas si je ne me trompe pas, que si par exemple il y a deux grands partis de l'opposition reconnus par la représentativité au niveau des instances de la République, s'il y a deux grands partis, au moins que un de ces grands partis-là soit dans le jeu pour que le jeu puisse se faire. Donc ajouter donc à d'autres partis pour faire quand même la majorité de cette opposition. La deuxième condition, nous avons dit que, la troisième condition, nous avons dit qu'il faut que la nomination des membres de l'opposition par le chef de l'État soit faite sur proposition de l'opposition. Cela voudrait dire, donc en quatrième point, que l'opposition doit s'organiser, doit se mettre en groupe organisé, hiérarchisé, avec une tête, avec un chef. Et maintenant, enfin, donc comme proposition, comme condition, qu'aucun parti politique de l'opposition ne puisse aller tout seul à un poste de nomination, mais que ça vienne de la proposition de l'opposition qui s'est mise ensemble, qui vienne de la proposition de cette structure-là, que ça vienne donc de cette proposition. Et nous avons dit également qu'il y a des critères, désormais des critères de reconnaissance au sein de l'opposition, des partis de l'opposition, juste pour que les autres, c'est-à-dire ceux qui peut-être se disent, parce que vous savez, la loi dit tout simplement qu'il suffit de dire qu'on est de l'opposition pour être de l'opposition. C'est une manière trop simpliste de voir les choses, ça ne peut pas être comme ça au sein de l'opposition. Il faut que l'opposition elle-même, en son sein, redéfinisse les conditions de reconnaissance, les critères de reconnaissance, pour juste protéger le quota de l'opposition, si jamais cela est accepté par la classe politique. Donc, je crois avoir répondu à la question de M. Pousset. Sinon, je suis toujours disposé donc, à répondre aux questions. À cette proposition, justement au sein de l'opposition, bien sûr, est-ce que vous avez considéré les facteurs endogènes? Oui, nous avons considéré les facteurs endogènes de la proposition. Ce qui n'était pas faisable hier peut être faisable aujourd'hui. Si on ne sait jamais, les gens pensent que cette proposition est une bonne proposition, que ça peut apporter quelque chose à notre pays, cela peut amener à limiter tant soit peu, ou à circonscrire tant soit peu, ces facteurs que vous appelez les facteurs endogènes de l'opposition. Nous en sommes bien conscients, hein, mais nous avons dit au départ qu'il faut que ce soit la grande partie de l'opposition qui l'accepte, et non toute l'opposition dans son ensemble, hein, et en considérant aussi que les mentalités évoluent et que ce qui n'était pas faisable hier peut l'être aujourd'hui. Docteur, moi je suis Daniel. Aujourd'hui, surtout des responsables de l'opposition. Mon confrère vient de le dire, c'est Maître Agolo, en avait parlé personnellement. Aujourd'hui, c'est vous. Bon, est-ce à dire que c'est un aveu d'échec de l'opposition et c'est pourquoi elle souhaite une cohabitation, le partage du pouvoir avec le parti et avec la majorité? C'est un aveu d'échec.
quand vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, il faut chercher le point qui va constituer le levier. Vous savez, tout est possible. Tout est possible à condition que vous trouviez le point d'appui. Comme je l'ai dit, Archimède disait, donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde. Donc, tout est possible. C'est le point d'appui qu'on ne trouve pas. Tant que vous ne trouvez pas le point d'appui, la chose vous paraîtra impossible. Et puis, vous savez, dès qu'on trouvera ce point d'appui, on se rendra compte que ce n'était pas si impossible que ça. Aujourd'hui, nous faisons cette proposition. Entre-temps, nous avons pris la manière d'aller au changement d'une certaine manière. Si cette manière-là n'a pas marché, ça ne veut pas dire que l'opposition a échoué. Vous avez vu tout à l'heure, nous n'avons pas dit il faut partager le pouvoir, point. Qu'est-ce qui a même amené le partage du pouvoir? Le partage du pouvoir vient du fait que nous avons posé un thème qui est changement paisible et réussi au Togo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons compris aujourd'hui que ce changement, nous nous sommes dit, nous pouvons nous tromper, mais nous nous sommes dit que ce changement, la voie qui peut amener à ce changement paisible et réussi au Togo, aujourd'hui, c'est le partage du pouvoir. Donc ça ne peut pas être un aveu d'échec à partir du moment où ce que nous avons toujours cherché, c'est le changement. Et que ce que nous proposons aujourd'hui, nous pensons que cela doit amener également au changement. Donc ce n'est pas un aveu d'échec, ce n'est qu'un changement de stratégie, qu'un changement de méthode pour aller également donc, à ce changement tant désiré par les Togolais, tous les Togolais. Monsieur le Président, vous venez de nous expliquer certaines décisions qui sont issues de ce congrès, mais à l'analyse dans l'opinion, comme venait de le dire mon confrère Djouadi, les facteurs endogènes sont là. Beaucoup pensent que cette proposition démontre à suffisance qu'aujourd'hui l'opposition pratiquement préfumée n'existe plus et que vous voulez rentrer au gouvernement pour aller manger un peu. D'autres pensent que déjà avec cette proposition, vous signez la fin de l'opposition même au Togo. Donc en réalité, nous sommes dans un état de droit. Il y a le pouvoir et le contre-pouvoir à la fois. Maintenant, si tel n'a pas été le cas, pensez-vous que tout ce que vous avancez là, dans l'opinion, ça sera peut-être tellement accepté et par quel moyen? Que ce n'est pas, quand nous parlons de partage du pouvoir, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement. C'est à tous les postes de nomination. Nous l'avons déjà dit. Donc ce n'est pas seulement au gouvernement. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, et vous savez, en réalité, je ne pense pas que ceux qui sont dans l'opposition soient dans le besoin. Moi, j'estime que pratiquement la grande partie de l'opposition a le minimum qu'il faut pour vivre. Peut-être que nous ne sommes pas riches, mais nous avons quand même le minimum qu'il nous faut pour vivre. Donc je ne pense pas que ce soit un moyen d'aller manger au gouvernement, comme vous le dites entre guillemets. Je ne pense pas que ce soit ça. Maintenant, ce que nous proposons, ou bien ce que je dis, il n'y a pas de mal à ce que l'on puisse profiter des biens de son pays par son travail et en accord avec le peuple. Il n'y a aucun mal que l'on cherche à profiter des biens de son pays par son travail, parce qu'on n'ira pas demander de l'argent à quelqu'un, par son travail et en accord avec le peuple. Là, ça m'amène à vous dire la démarche que nous comptons faire, les étapes de la démarche que nous comptons faire après donc, cette conférence de presse. Ce sera une démarche en 4 étapes. La première étape, c'est d'aller expliquer à nos frères de l'opposition, d'aller expliquer suffisamment ce que nous sommes en train de vouloir à nos frères de l'opposition.
Il y a certains qui sont d'accord avec nous. Parce qu'on a eu des échanges après notre conférence. Il y a certains qui sont d'accord avec la proposition. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore dans la proposition, nous irons vers eux pour leur expliquer le bien fondé de la chose, pour leur faire comprendre que ce ne sera pas de la compromission, mais que ce sera juste un compromis politique pour que le pays puisse avancer. Et j'en profite également pour répondre à votre deuxième question. Ce ne sera pas non plus la fin de l'opposition. Ce ne sera pas la fin de l'opposition parce qu'il n'y aura qu'une minorité qui sera nommée à des postes de responsabilité. Il n'y aura qu'une minorité qui sera nommée à des postes de responsabilité. Le reste de l'opposition va continuer par jouer son rôle de contrepoids du pouvoir. Et ce sera à la fois pour la majorité, et ce sera à la fois pour ceux qui représentent l'opposition à des postes de responsabilité. Donc, le reste de l'opposition, qui constituera la grande partie de cette opposition, va continuer à jouer son rôle de contrepoids vis-à-vis de la majorité, de ceux qui seront à des postes de responsabilité dans le compte de la majorité et également dans le compte de l'opposition. Mais en plus, comme je vous ai dit, l'opposition va se mettre en groupe organisé. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de cohabitation concertée. L'opposition va se mettre en groupe organisé. Ça veut dire que ceux qui seront à des postes de responsabilité auront des devoirs de reddition de comptes. Donc, périodiquement, ils vont revenir vers l'opposition pour rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire au nom de toute l'opposition. Donc, je pense que ce sera plutôt un moyen de galvaniser encore plus l'opposition pour qu'il y ait encore plus de vitalité de notre démocratie. C'est ce que nous pensons. Nous pouvons nous tromper, mais c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous croyons. Je ne sais pas si j'ai répondu, s'il y a une partie que j'ai oubliée, vous pouvez me le rappeler, mais c'est en quelque sorte les éléments de réponse que je peux apporter. Je ne sais pas si M. Justin Anani est satisfait. 2017. Peut-être que vous ferez cette proposition-là en son temps, peut-être qu'on trouvera à dire. Tel n'a pas été le cas. Vous avez choisi ce moment, la raison, vous venez de l'expliquer. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous proposez de nouveau et que les autres n'ont pas proposé avant? Ce que vous avancez par rapport à ce que nous avons connu dans les différents accords. Le Togo en a connu énormément. L'accord politique global, à l'issue duquel a été formé un gouvernement de transition dirigé par Feu Maître Yahya Boibo. Quand on vous suit, c'est comme si c'était déjà vu. Qu'en dites-vous? On dit ceci. Premièrement, vous savez, quand on fait une proposition, ce n'est pas nécessairement l'originalité de la proposition qui est la chose la plus importante, la chose la plus recherchée. Ce n'est pas nécessairement l'originalité de la proposition qui est la chose la plus recherchée. C'est l'efficacité de cette proposition qui est la chose recherchée. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que une proposition peut être inefficace à une période donnée et efficace à une autre période. Les mentalités évoluent. Les mentalités qu'on avait quand il y avait l'APG ou l'accord de 2010, ce n'est pas nécessairement la même mentalité qu'on a aujourd'hui. Les mentalités ont évolué. Ce que l'opinion n'a pas pu accepter, par exemple en 2010 ou en 2006, la population peut l'accepter aujourd'hui ou la classe politique peut l'accepter aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je dis, ce n'est pas nécessairement l'originalité de la proposition qui compte, mais c'est son efficacité, sa capacité à agir sur les mentalités, à faire changer les choses. C'est ça qui est la chose la plus importante. Maintenant, ceci dit, je pense quand même que notre proposition n'est pas exactement ce qui s'est passé en 2006 avec l'APG et en 2010 avec l'accord FPT-UFC.
Si nous prenons la PG de 2006, la PG était un accord global, d'abord. Comme son nom même le dit, c'est un accord global. Le point concernant la formation du gouvernement n'était qu'un point de plusieurs points, de plusieurs autres points qui constituaient l'accord politique global. Il y avait le retour des réfugiés, des personnes déplacées, qui constituait un grand point. Il y avait l'organisation des élections législatives pour la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale, qui est un autre point. Il y avait les réformes constitutionnelles et institutionnelles à mettre en œuvre, qui constituait un autre point. Et il y avait également la formation du gouvernement d'union, qui était un autre point. Donc, sur le plan de la forme, ce n'est pas la même chose. L'accord politique global, c'est un accord global dans lequel il y avait un accord de formation de gouvernement. Ça, c'est la première différence. Maintenant, si vous prenez les conditions que nous avons posées par rapport à la majorité, ça fait toute la différence avec l'accord politique global. D'abord, en dehors du point 1, tout le reste constitue la différence avec l'accord politique global. Nous avons dit qu'il faut que la nomination soit à tous les niveaux, à tous les postes de nomination. Contrairement à l'accord, à l'APG qui parlait d'un gouvernement d'union nationale. Dans ça, c'était seulement au niveau du gouvernement. La deuxième différence, aujourd'hui, nous parlons d'un quota. Il n'y avait pas de quota au niveau de l'accord politique global. Et que ce quota doit avoir une certaine allure qui sera donc respectueuse de l'opposition. Il n'y avait pas ça au niveau de l'accord politique global. Et nous disons que cette proposition doit s'étaler dans le temps. Et également, ça fait une différence avec l'accord politique global qui n'était qu'un accord ponctuel et qui devait durer donc le temps de ce gouvernement. Donc, c'est ça, il y a déjà des différences. Là, si nous prenons l'accord de 2010, ce que nous avons imposé comme condition pour l'opposition constitue presque dans son intégralité la différence avec l'accord de 2010. Nous avons dit qu'il faut que la majorité de l'opposition accepte cela pour que nous puissions entrer dans le jeu. Ce n'était pas le cas avec l'accord de 2010. L'accord de 2010, un seul parti avait décidé de faire un accord avec le parti au pouvoir. Il était parti. Vous parlez de l'accord EPT et UFC? Oui, oui. Voilà. Je parle de l'accord EPT et UFC. Donc ça, ce n'était pas, on n'avait pas dit qu'il faut que la grande partie de l'opposition accepte cette proposition. On n'avait même pas consulté les autres. C'est un parti qui a décidé d'aller faire cet accord-là. C'est une grande différence. La deuxième différence, c'est que nous disons que aucun parti de l'opposition ne peut aller à un bout de nomination seul. Alors que dans l'accord de 2010, c'est un seul parti qui l'a fait. Et on a vu les résultats que ça a donné. Parce que vous n'avez pas aucune force derrière vous, vous êtes seul. Et le pouvoir peut décider de faire de vous ce qu'il veut. Mais si c'est toute l'opposition qui va accepter d'aller dans cette collaboration-là, donc il y a une certaine force qui va donc, à cette collaboration. Et puis, nous avons dit qu'il faut que l'opposition s'organise, se mette dans un groupe organisé, hiérarchisé, et que les nominations viennent de la proposition de ce groupe-là. Donc, vous voyez encore la différence. Et puis nous avons dit qu'il faut définir au sein de l'opposition les critères d'appartenance à l'opposition. Tout cela n'était pas des conditions dans l'accord APT-UFC de 2010. Donc, ce ne sont pas les mêmes choses. Il y a de grandes différences, des différences importantes avec ce qui avait été déjà proposé. Mais comme je le dis aussi, la chose la plus importante n'est pas de dire il y a telle différence, il y a telle différence. C'est la chose, est-ce que ça peut marcher aujourd'hui, oui ou non? C'est ça le problème. Si ça marche, c'est une bonne chose. Nous pensons que ce sera une bonne chose. Si ça ne marche pas, ou bien ça ne peut pas marcher en l'état où nous l'avons proposé, donc les conditions
on peut toujours revoir et parfaire. C'est pour cela que je disais, je n'avais pas terminé pour les conditions, donc pour les différentes étapes. Je n'avais pas terminé ces étapes-là. Donc la première étape était donc d'aller vers les frères de l'opposition pour leur expliquer le bien fondé de ça, de leur faire comprendre que ce n'est pas de la compromission, mais que ce n'est pas non plus la fin de l'opposition. La seconde étape sera, donc s'ils acceptent, la seconde étape sera donc de s'asseoir et de parfaire le document. Parce que nous restons conscients que ce n'est pas parfait et qu'il y a beaucoup de choses à revoir là-dessus. Donc la seconde étape sera donc de s'asseoir et de parfaire le document. La troisième étape sera donc de constituer une délégation au sein donc, de cette opposition pour demander une audience et rencontrer personnellement le chef de l'État et lui remettre main à main donc, cette proposition. Et la quatrième étape sera d'aller vers les populations et d'expliquer à ces populations le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Et il faut que tout ça là soit réuni pour que nous puissions avancer. Si nous allons vers les populations et les populations nous disent nous ne sommes pas d'accord, il nous appartiendra de leur montrer le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire, histoire de les amener donc à les persuader. Hein, à les persuader, parce que je ne dis pas convaincre, parce qu'on peut convaincre sans persuader. Donc, l'histoire de les persuader du bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, si on arrive donc à leur faire expliquer ça, ils acceptent, on ira dans le jeu. Mais au cas où le peuple n'est pas d'accord avec nous, on ne va pas avancer. Donc, c'est les grandes étapes que nous pensons que nous devons suivre pour amener à bien donc, cette proposition. Oui. En vous écoutant, vous êtes tellement optimiste et vous tenez à cette proposition. Je me dis, c'est une proposition qui vient à un moment où, au niveau de l'opposition, vous avez encore un challenge. Parce que après la défaite de 2020, il nous est difficile quand même de se relever. Mais pour cette année, pour le scrutin qui arrive, c'est encore un nouveau challenge pour vous. Est-ce que votre opposition constituera un déclic, un bâton magique, une baguette pour que l'opposition puisse avoir de bons résultats pour cette élection qui s'annonce? Merci. On peut estimer qu'une partie accepterait votre proposition et la tranche peut-être qui n'accepterait pas, comme ça se voit généralement, on parle de la tranche radicale. Et si cette tranche-là n'est pas avec vous, vous pensez que ça peut marcher? C'est ma première préoccupation. Ma seconde préoccupation a trait également à la question de mon confrère Gildas. Nous sommes à quelques mois des législatives. Le pouvoir a annoncé 2 élections pour cette année. Au jour d'aujourd'hui, le programme n'est pas connu. Et je fais observer également que c'est une violation du code électoral. Vous le savez mieux que moi. Maintenant, tel que vous proposez là, et que si ça arrive à rentrer dans les oreilles, les bonnes ou attentives, est-ce que vous allez coaliser pour aller à ce scrutin législatif ou régional qui s'annonce? Ou pour finir, et tel que ça se passe dans l'opinion, les observations qui sont faites ici et là, vous en tant que président de parti aujourd'hui, qu'en dites-vous? Peut-être pour rassurer tout le monde. En fait, nous ne pensons pas que notre proposition soit une baguette magique pour changer quelque chose de fondamental au sein de l'opposition au niveau électoral. Je pense que si vous voyez notre constitution aujourd'hui ne nous permet pas d'entrer réellement dans un schéma de cohabitation, quelle que soit l'issue des élections législatives. Ce qui fait que, même si nous allons aux législatives et que l'opposition sort majoritaire, à la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, cela ne nous permettra pas d'avoir une force au niveau de l'exécutif.
l'article 66 de la Constitution est encore là. Donc, si déjà nous avons cette proposition, ce n'est pas que je suis optimiste. Je suis optimiste par rapport à ce que j'ai proposé. Je suis optimiste du fait que ça puisse changer des choses. Mais cela ne veut pas dire que je pense que ça va réussir à tous les coups. Nous allons mettre tout ce que nous avons comme énergie pour que cela puisse marcher. Bon, si ça marche, c'est une bonne chose. Nous pensons que ce sera une bonne chose pour notre pays. Mais pour ce qui concerne les élections à venir, il faut qu'il y ait une organisation interne au sein de l'opposition qui puisse quand même permettre donc à cette opposition d'avoir de bons résultats à ces législatives. Est-ce que nous allons aller à ces législatives dans une structure coalisée? Nous, à Santé du Peuple, nous avons dit depuis le début que pour ces législatives, il faut 3 choses. La première, c'est de bien travailler pour la mobilisation des populations pour le recensement électoral. Et vous avez vu, à notre niveau, nous avons fait du mieux que nous pouvons au cours donc, de ces événements de recensement. Nous nous sommes beaucoup investis. Nous avons parcouru les villes pour aller, les quartiers pour aller vers la population, leur demander d'aller se faire recenser. Dans le même temps, leur donner les moyens de pouvoir faire en sorte que cela puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Donc, pour nous, c'est important. On avait proposé ça depuis. Si c'est que on était dans les mêmes schémas, peut-être que d'autres aussi l'ont fait. On aurait pu se mettre ensemble pour faire un recensement à fond, pour que les populations puissent sortir massivement. Nous nous en réjouissons parce que nous avons quand même constaté que les populations sont sorties nombreuses pour aller se faire recenser. Au point même où donc, les gens ont passé des journées entières sans pouvoir se faire recenser, surtout avec toutes les conditions de recensement que vous connaissez et les conditions difficiles de recensement que vous avez connues, surtout dans la zone 1. Le deuxième point sera donc non pas une coalition, mais une alliance électorale. Une alliance électorale. Parce que les coalitions autour des élections ont toujours posé un peu des problèmes, ou bien la veille comme ça des élections dans notre pays ont toujours posé des problèmes. Donc, nous sommes dit, il faut une alliance électorale. Ce ne sera pas une coalition avec à sa tête une personne, quelqu'un, mais pour ces élections-là, qu'il y ait une alliance électorale. Maintenant, si nous sommes dans le schéma de ce que nous proposons, c'est-à-dire le partage du pouvoir, et que nous sommes obligés d'aller donc dans une structure organisée comme nous le proposons, et que ça puisse servir en même temps les élections, ce serait une bonne chose. Mais en dehors de cette proposition, ce que nous avons pensé, donc si cette proposition ne prend pas avant les élections, donc c'est de faire des alliances électorales et d'aller à ces élections. Ça, c'est le second point. Le troisième point, qu'on se mette quand même ensemble pour organiser la vigilance électorale, la sécurisation des bureaux de vote, pour essayer d'avoir les représentants dans les bureaux de vote au maximum et des représentants bien formés, fiables, qui pourront nous apporter le maximum de procès-verbaux. Donc, c'est les 3 étapes-là que nous avons imaginées donc, pour que nous puissions aller vers des élections assez transparentes, des élections qui puissent nous apporter donc, le maximum de sièges dans la future législature. Maintenant, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, si j'ai répondu à la question, s'il y a d'autres questions qui restent auxquelles je n'ai pas répondu. Je suis toujours à votre disposition. Oui, Gildas. Oui, peut-être la question n'est pas ici, mais c'est avoir votre avis sur l'opération de recensement qui prendra fin demain à la zone
points. Globalement, quel bilan santé du peuple tire-t-il de cette opération? Faut-il la reprendre dans certaines zones comme l'ont souhaité certaines de nos pères de l'opposition? Vous savez, si les choses pouvaient se faire, on allait demander que tout le recensement soit repris. Parce que on a senti une certaine impréparation, une certaine improvisation pour une CENI qui organise des élections depuis des années. On n'a pas compris toutes ces imperfections que nous avons vues au cours de ce recensement. Et ce que nous disons, de toutes les façons, si on ne peut pas reprendre le recensement, ce que je ne crois pas, il faut nécessairement que dans la zone 1, au moins, le recensement soit repris. Parce que dans la zone 1, c'était le début. Et vous savez que c'est la zone qui a la plus grande densité de population. Et il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés à se faire recenser, à avoir leur carte d'électeur. Il faut que tout ce beau monde-là soit mis dans son droit d'avoir sa carte d'électeur. Donc, quoi qu'on dise, nous devons travailler à ce que, au moins dans la zone 1, le recensement soit repris pour qu'on puisse espérer donc, une évolution plus ou moins acceptable du processus électoral. La dernière question, la toute dernière. Est-ce que j'ai répondu à la question de Gildas? Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est Nicolas du journal Le Bâtisseur. Oui. Juste pour vous demander si est-ce que Santé du Peuple ira aux élections législatives et régionales? Si oui, seul, en alliance ou bien en coalition? Merci. Ok. Ce qui est sûr, nous allons participer aux élections législatives. Parce que ça, c'est un devoir constitutionnel, c'est un calendrier que nous impose la loi fondamentale. Santé du Peuple va participer aux élections législatives. Pour les élections régionales, on ne dit pas non, mais on avisera. Mais on se prépare pour les législatives. Maintenant, est-ce que nous irons à ces législatives seuls? Ce n'est pas notre souhait, de toutes les façons. Ce n'est pas notre souhait d'aller à ces législatives seuls. Nous, comme je viens de le dire, il faut que, même si on ne doit pas être dans une structure coalisée, qu'on aille au moins avec une alliance électorale. Et nous travaillons pour cela. Nous sommes en train de travailler pour cela. Hein? Et peut-être que ce n'est pas encore général, peut-être que ce n'est pas comme on l'aurait souhaité, mais je crois quand même que on fera tout pour ne pas aller à ces élections seuls. Merci, Président. Monsieur le Président, que pensez-vous de ceux qui estiment, En ce qui concerne les alliances électorales, que ce sont les petits partis qui parlent des alliances électorales, je ne vais pas dire non. Même si je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non non plus. Mais tout ce que je sais, c'est que même si ce sont les petits partis qui proposent ça, il ne faut pas balayer ça du revers de main tout simplement parce que ce sont les petits partis qui proposent. Peut-être qu'on pense que les petits partis proposent pour avoir la possibilité de glaner quelques sièges, mais ce qui serait plus intéressant, c'est de voir le bien fondé de la chose. Nous sommes dans un scrutin de liste. Quand les voix sont émiettées, il y a certaines voix qui restent au milieu, qui sont perdues. Parce que ce sont des scrutins de liste. Donc, vous allez voir peut-être que ce parti va perdre quelques voix ici et n'aura aucun siège.
L'autre parti peut perdre aussi quelques voix. De l'autre côté, il n'aura aucun siège. Mais s'ils étaient ensemble, les voix perdues là, mises ensemble, peut donner, par exemple, peut permettre de gagner un siège. Donc je pense que les partis qui ont plus d'assises électorales, j'aimerais qu'ils voient les choses de cette manière-là. Ne pas seulement dire c'est les petits partis, mais de voir le bien fondé de la chose, parce que ça peut apporter et aux petits partis, ça peut aussi apporter aux partis qui ont plus d'assises électorales. Donc, il faut qu'on voit la chose de cette manière-là, je préfère. Maintenant, vous avez parlé de la liberté de réunion. C'est vrai, et ce qui se passe, s'est passé à Lord Dahomey, et les 2 dernières semaines, moi-même je faisais partie de ceux qui avaient reçu l'invitation. J'étais là la première fois, j'ai pu rentrer et j'avais vu les policiers, et après on nous a dit que la réunion n'était pas autorisée et que la raison était que les formalités n'étaient pas faites. Moi, la question que je me suis posée, pour moi, je ne pensais pas que c'était une réunion publique. Parce qu'on a dit que c'était une réunion publique et il fallait faire des formalités. Et la question que j'ai posée à ceux qui ont organisé, aux organisateurs, est-ce que c'était une réunion publique? Parce que la définition de la réunion publique est claire. Une réunion publique, c'est une réunion à laquelle tout le monde peut participer. Ce n'est pas par rapport au lieu, au cadre de l'organisation. Vous pouvez faire une réunion publique dans un lieu privé, comme vous pouvez faire une réunion publique dans un lieu public, comme vous pouvez aussi faire une réunion privée dans un lieu public. Le cadre n'intervient pas dans la définition. La définition, c'est dans la loi. Si vous prenez la loi sur les réunions publiques, vous allez voir la définition. La définition d'une réunion publique, c'est une réunion à laquelle tout le monde peut prendre part. Vous passez, vous pouvez rentrer. Vous voyez, par exemple, cette réunion que nous faisons ici, ce n'est pas une réunion publique. Parce que tout le monde ne peut pas rentrer ici. Ce n'est pas par rapport au cadre. Ce n'est pas par rapport au cadre. Vous pouvez être dans un lieu purement public, mais faire une réunion privée. À partir du moment où certains ont été invités à prendre part à cette réunion-là, ce n'est pas une réunion publique. Maintenant, les formalités ont été faites. Il paraît que les formalités ont été faites, c'est ce qu'on nous a dit. Les formalités ont été faites normalement. Mais le jour là, j'étais encore parti à cette réunion. Là, je n'ai même pas pu rentrer. Ma voiture, on avait empêché ma voiture de rentrer. Donc, c'était dehors que j'étais resté et j'étais reparti. On ne comprend pas ces attitudes-là. Je crois que maintenant, les choses, à ce qui nous vient comme feedback, les choses ont été mises au clair avec le ministre de l'administration territoriale et que prochainement, cette réunion de Lord Dahomey qui devait s'organiser à Lord Dahomey pourra s'organiser plus librement. Pour ce qui concerne ce qu'on fait à l'intérieur, vous savez, la liberté de réunion est un droit. La liberté de réunion est un droit. Et la liberté de manifestation est un droit. Donc il faut que ceux qui nous gouvernent comprennent que la liberté de réunion est un droit et qu'on laisse la population manifester librement. Avant, on nous avait dit que c'était à cause de Covid, c'était à cause de ceci. Maintenant, il n'y a plus Covid. Je ne vois pas pourquoi on empêche les gens de se réunir. Je pense que le ministre, donc en charge, va rapidement réfléchir à ce problème-là et qu'on va trouver une issue favorable à ça. Merci. Donc, comme il n'y a plus de questions, j'estime que nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre de ce jour. Nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation.
Et nous pensons que vous allez relayer ces informations au niveau des populations pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ce que nous avons proposé. Nous serons toujours à l'écoute pour les reproches, pour les remarques. Et je vous remercie encore une fois. Merci.